équilibre binaire liquide-vapeur. Il peut être décrit par des variables intensives, pression, température, fraction molaire, fraction massique. Donc la fraction molaire, c'est le nombre de moles du corps I divisé par le nombre de moles total. La fraction massique, c'est pareil avec la masse. Donc oméga 2, c'est M1 sur M1 plus M2, qui est égal à N1 M1 sur N1 M1 plus N1 M2. Donc W2 égale X1 M1 sur X1 M1 plus X2 M2. On appelle la variance le nombre nécessaire et suffisant de paramètres intensifs indépendants permettant de fixer l'état d'un système. C'est le nombre de degrés de liberté. Il est égal au nombre de paramètres qui peuvent varier, moins le nombre d'équations qui relient tous ces paramètres. Par exemple, un corps pur sous une phase, P est... donc il peut y avoir simplement la température et la pression qui change, c'est un système divariant. Quand on n'a que deux phases, à ce moment-là, on n'a plus qu'une variance de 1, puisque à pression fixée, la température est fixée. Dans le cas de trois phases, la variance vaut 0, P et T sont fixés, il n'y a qu'un seul point sur le diagramme. On a en fait V qui est égal à 3 moins phi, avec phi égal au nombre de phases. Dans le cas d'un mélange binaire, donc ça c'est pour un corps pur, 3 moins phi, dans le cas d'un mélange binaire, on peut avoir différentes situations. On a tout en phase gazeuse, tout en phase liquide, tout en phase vapeur, ou 1, 2 ou 3 phases. Alors, si ici on a une seule phase, les paramètres sont la fraction molaire de 1, la fraction molaire de 2 à l'état liquide, la pression et la température. La relation, x1 plus x2 égale 1, donc 4 moins 1 égale 3. C'est la variance. Par contre, si on a un système à deux phases, à ce moment-là, eh bien, pour chacune des phases, il faudra dire le constituant de 1, le constituant de 2, la pression, la température. Et on va avoir quatre équations, parce qu'il y a deux équations qui sont des fractions molaires de 1 et de 2 qui doivent être égales à 1 pour chacune des phases, liquide et vapeur. Et enfin, on a deux équations d'équilibre chimique avec des constantes d'équilibre, A1L, A1V, et donc ça fait 4 équations, on se retrouve à 6 moins 4, un système de variance 2. Pour le cas où on a 3 phases, à ce moment-là, on a x1L, x2L, x1V, x2V, P et T. On a toujours nos 6 variables, comme tout à l'heure. En fait, on n'en a pas plus. On n'en a pas plus. Parce que cette fois-ci, comme équation, on aura les équations d'équilibre liquide-vapeur, qui vont faire deux équations, et on aura la fraction molaire du liquide 1, qui est égale à la fraction molaire du liquide 2, et qui est égale à 1, puisque les liquides ne sont pas miscibles, on a trois phases, chacun est seul dans sa phase, et par contre à l'état liquide, on a x1V plus x2V égale 1, donc quand on a 6 paramètres moins 5 équations, une variance de 1. Globalement, on voit que quel que soit le nombre de phases, en fait, on aura une variance qui va être égale à 4 moins le nombre de phases. Diagramme d'équilibre isobare. Si on trace les diagrammes de température au cours du temps de différents mélanges, alors tout d'abord le corps pur 1, il va faire un palier à un changement de température T1 étoile. Le corps 2, il va faire un palier à la température 2. Et si on prend un mélange des deux, on va voir apparaître un système donc, à deux phases, en fait un système où on va avoir non plus un palier, mais un changement progressif de température qui, alors ici on voit apparaître la première goutte, là on a la dernière goutte, et ici on a la première bulle, et ça forme ce palier ici incliné, puisqu'il faut apporter de l'énergie pour que ça continue à se produire. Le théorème de l'horizontale nous dit que à une température donnée, on peut lire la composition de la phase V. La composition de la phase V, ici, c'est X2 de V. Donc la proportion en corps 2, ici, vaut environ 30%. Par contre, dans la phase liquide, on lit ici que dans la phase liquide, on a une proportion d'environ 55% de corps 2.
Et pour avoir les autres proportions, eh bien, il suffit de faire le complément de 1. Comprenons bien ce qui se passe quand on a un corps que l'on refroidit, un mélange que l'on refroidit. Dès qu'on touche la première courbe ici, la courbe de Rosé, donc ici on est à l'état gazeux, là on est à l'état liquide, ici on va voir, donc on a ici une proportion, on est à 0,40, on est tout en gaz, et on a 40% du corps 2, donc en rouge, et on a le complément, c'est-à-dire 60% du corps 1. Ici, on voit apparaître la première goutte. Alors, la première goutte a une composition de... Alors déjà, la première goutte, d'après le théorème des moments qu'on verra tout à l'heure, la première goutte, elle est entièrement liquide, et il n'y a pas encore de phase gazeuse. Et la proportion... La proportion de la constitution de cette goutte, c'est... Oui, alors d'abord, on a 100% de liquide pour la première goutte, et on a une composition de 75% de X2 dans la première goutte, et donc le complément 25% de X3, et on a toujours le reste qui a à peine bougé. Maintenant, quand la température commence à avoir baissé un petit peu, on a ici, d'après le théorème des moments, une répartition 75, une répartition, alors ici on voit en gros 2 tiers, 1 tiers, donc ici on est pour le point C, on est ici. Alors on a, d'après le théorème des moments, on est ici, on a 75% à droite, 25% à gauche, ça veut dire qu'on a, ou alors ici, en C, on est à 63%, oui, puisqu'on est ici. En C, donc, on a 75% de gaz, de liquide. Non, on a 25% de liquide, d'après le théorème des moments, et on a 75% de vapeur. À ce moment-là, on a la composition du liquide qui est de 63% du corps 2 et le complément, et la composition de la vapeur qui est de 0,3 ici, donc on avait dit combien, 63%, donc le complément ici, 37%, 37% de corps 2. Quand on passe en D, on a 75% de liquide et 25%, le complément ici, 25% de vapeur. La vapeur est constituée de environ 15% du corps 2, alors que le liquide, lui, est composé d'environ 48% du corps 2. Enfin, on arrive ici à à avoir presque tout liquide, à avoir la dernière bulle. Donc la dernière bulle, donc ici on a une composition qui est de 100% liquide et 0% gazeux. La proportion de la dernière goutte, eh bien c'était la valeur qui est ici, c'est-à-dire 40%, et la proportion de la dernière bulle de gaz, c'était de l'ordre de 10%. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Et enfin, quand on passe en F, on est entièrement à l'état liquide et on a 40%, puisqu'on est à la fraction 40, on a 40% du corps 2, 60% du corps 1. Le théorème des moments se démontre à condition. Alors pour faire un calcul efficace, il ne faut parler que de x2, il faut complètement oublier x1 et faire la démonstration à l'envers. Donc si on prend au point O, alors on a le nombre de moles du corps 2, c'est x2L fois le nombre de moles total à l'état liquide plus x2V fois le nombre total de moles à l'état gazeux. En M, N2, en M c'est ici, on a N2
c'est x2m, donc multiplié par le nombre total de moles. Et nombre total de moles, c'est le nombre de moles à l'état liquide plus nombre de moles à l'état gazeux. En associant les deux équations, on arrive à montrer que NL, donc le nombre de moles à l'état liquide multiplié par la longueur OL, donc la différence des abscisses, le nombre de moles à l'état liquide multiplié par cette longueur est égal au nombre de moles ici multiplié par cette longueur. Autrement dit, si ici j'ai toute la longueur, si ici j'ai une plus grande longueur, ça veut dire que j'ai une proportion plus faible de moles. Courbe de température. Alors quand on a un changement d'état, qu'on augmente la température, on va passer, on a tout d'abord une phase ici, donc la variance vaut 4 moins 1, 3. Ici on a deux phases, donc la variance vaut 2, et là on se retrouve avec une phase avec la variance qui vaut 3. On a ici 2 degrés de liberté, et dans cette partie-là du changement d'état, on n'a plus qu'un degré de liberté, c'est-à-dire que si on fixe la température, on n'a plus le choix de la fraction molaire, et en dessous on a à nouveau 2 degrés de liberté. On appelle une solution idéale celle qui a un faible écart à l'idéalité. Ça peut être le cas de solvants comme le toluène, par exemple. On a ici un homoazéotrope, une courbe qui va montrer un homoazéotrope c'est-à-dire homoazéotrope, ça veut dire bouillir sans changement. Donc il y a une proportion du mélange pour lequel il n'y a pas de phase et on va passer directement de l'état liquide à l'état vapeur sans qu'il y ait avec un palier de changement d'état. Ça, c'est une homoazéotropie positive. Ça serait le cas de l'eau et de l'alcool, par exemple. Et l'homoazéotropie négative, ça serait le cas du chloroforme ou de l'éther. Alors, on a ici un faible écart à l'idéalité, et donc entre deux solutions, on va parler d'écart à l'idéalité. Ok. Ça plante. On reprend. On va parler oui, alors à ce point, au point homoazéotrope, il n'y a plus de degré de liberté, puisque ce point est unique sur le diagramme, la température, la pression sont fixées. Si on a un changement d'état, alors on a ici on a deux phases en présence. Donc la variance vaut 2 et la variance réduite, si on fixe la pression, vaut L0. La miscibilité partielle pour un mélange binaire liquide-liquide va considérer le cas où on a deux liquides qui ne sont pas totalement donc miscibles et on va avoir une certaine proportion pour laquelle on a un mélange hétérogène. Ici, on voit qu'il y a très peu du deuxième dans le premier, c'est miscible. Là, il y a très peu du premier dans le deuxième, c'est miscible aussi, mais entre les deux, on a quelque chose d'hétérogène, et l'hétérogénéité est limitée par la température. Au-delà d'une certaine température, les deux liquides peuvent être solubles et présenter une seule phase, mais par contre, donc, ils peuvent en présenter plusieurs à une température plus basse. Ici, une petite erreur. On a du coup, quand on qu'on rajoute cette courbe d'hétérogénéité sur le diagramme de Fuseau qu'on avait tout à l'heure, et on voit que ce qui lie les deux types de schémas, c'est ça. Et bien en fait ici, on a la courbe de démixion qui va séparer le fait que donc il y a L1 saturé de 2 plus L2 saturé de 1. Là, on a un mélange hétérogène. Ici, on a une solution L2, donc avec une certaine proportion de L1 complètement dissoute, et ici c'est pareil. Ici on a le passage à l'état gazeux progressivement, donc on a L1, le liquide, la solution S1 avec un peu de vapeur, et ici on a la vapeur avec une seule phase. Ça c'est la courbe d'ébullition, ça c'est la courbe de rosée, et en bas c'est la courbe de démixion.
Alors, si le composé avait les mêmes propriétés que 1, hein, si les deux composés avaient les mêmes propriétés, alors ça ferait un fuseau. Et idem pour 1. Et en fait, quand on rajoute la courbe de démiction, on voit apparaître ici la forme caractéristique de la température au-delà de laquelle on va avoir le système hétérogène qui va se vaporiser. Si on a une miscibilité nulle, alors on reprend le même diagramme que celui-ci, sauf que si la miscibilité est nulle, on n'a plus ces parties qui sont ici sur le côté, elles ont disparu. Et à ce moment-là, donc les solutions saturées L1 et L2 disparaissent, et on a ici un mélange de A1, de solutions A1, ici un mélange de solutions A2. Les deux sont non miscibles du tout. Donc on n'a pas de côté ici où c'est un peu solide, et ici on va avoir une phase vapeur avec un peu de solution A1, et ici une phase vapeur avec un peu de solution A2. Et ici l'état de vapeur avec une seule phase, et toujours au milieu le point hétéroazéotrope. Qui veut dire, on le rappelle, qui bout sans changement. On a ici, si on fait un changement d'état, on va passer d'une phase à deux phases, donc là une variance réduite de 1. Ici, on a un palier, puisque on a ici trois phases. On a les deux phases ici qui sont non miscibles plus une troisième, donc la variance vaut 1 et la variance réduite vaut 0. Distillation et hydrodistillation. Quand on part de M à l'ébullition, alors on va former une vapeur ici, dont donc ici on a 100% de vapeur, et on a une composition qui est définie par X2 de cette vapeur. Si on récupère cette vapeur et qu'on la fait se recondenser, alors on va retrouver un distillat D qu'on a enrichi dans le composé le plus volatile. Le composé le plus volatile, c'est ici, on est passé d'une composition X2 à une composition X2 plus petite en celui-là, donc plus riche en celui-là, qui est bien le plus volatile parce que sa température d'ébullition est plus basse. Ça, c'est la distillation simple. Si on utilise simplement cet appareil, un appareil à distillation, une colonne à distiller. Mais si on rajoute une colonne de Vigrieux, alors on améliore beaucoup la pureté de ce que l'on obtient, parce que alors à cet endroit ici, dès qu'on atteint les 100 degrés ici, ça se vaporise, donc on a un constituant V2 qui est là. Ce constituant V2 va revenir à l'état liquide, donc il va faire une goutte ici V2, mais s'il se revaporise à partir de là, il est plus riche, donc il va faire un des deux. Ici, ici on a de la vapeur de cette constitution-là. Si jamais elle se recondense un petit peu au-dessus, elle aura ici cette composition. Et ainsi de suite, on peut aller jusqu'à obtenir le corps quasiment pur. On obtient un distillat pur qui est constitué du composé le plus volatile. On peut aussi utiliser une distillation fractionnée sous pression réduite, ça permet d'éviter d'abîmer les molécules. Quand on a une solution non idéale, alors on a des azéotropes, et ce qu'on va obtenir va dépendre de là où on se place au début. Si on part d'une solution ici avec une constitution X2, donc une faible proportion de celui-là, eh bien, quand on va chauffer ici, donc là on chauffe, on part d'en bas, on fait ici on récupère un condensat qui a cette caractéristique, il se recondense, il se revaporise. Il se recondense ici. Quand il se vaporise, il a cette constitution-là, etc. Et on va obtenir un distillat qui a exactement la composition de Z. Et on aura comme résidu le A1, le corps A1 qui n'aura pas été entraîné dans la distillation. Si on était parti de ce côté-là, donc un composé plus riche en A2, on aurait obtenu toujours comme distillat Z, mais le résidu aurait été A2. Ce qui est bien normal, puisqu'on a toujours Z, et puis on a un résidu, si ici on est plus riche en X2, ben on a un résidu A2. Pour une solution non idéale à homoazéotropie positive, ou négative ici, donc la solution non idéale, ici, quand on part de ce point-là, eh bien, on voit qu'on va
progressivement descendre, et en fait le distillat qu'on va obtenir, c'est le composé le plus volatile, c'est celui-ci, le composé A1. Mais si on était parti d'une composition plus riche en A2, cette distillation nous aurait amené progressivement à avoir un distillat A2. Et quoi qu'il en soit, le résidu aurait toujours été un Z. Donc pour une solution non idéale, on obtient A1, A2 ou le mélange Z selon les cas. L'hydrodistillation, pour éviter de dégrader les molécules, eh bien, on choisit un solvant qui va avoir une température d'ébullition inférieure à celle du composé qu'on veut purifier. Donc voilà le produit à purifier, voilà l'eau, et on récupère ici par hydrodistillation, ou alors avec un montage avec 2 chauffages modérés ici pour récupérer ça. On a aussi le montage d'Instark qui permet de récupérer un mélange, donc la vapeur ici qui se forme et va être un mélange d'eau et de liquide organique. Le liquide organique qui surnage ici va revenir ici, et donc c'est un système qui permet d'éliminer la phase aqueuse de manière à déplacer un équilibre. Détermination des températures de l'hétéroazéotrope par une courbe de pression de pression de vapeur saturante. En fait, on cherche la combinaison telle que sur les courbes de pression de vapeur saturante, telle que P1 plus P2 est égal à la pression atmosphérique. On en déduit la température T, donc en se déplaçant ici, on n'a pas toujours le cas. Donc si on se met ici à la pression atmosphérique, on a ici oui, P1 plus P2 qui va nous faire la pression. Alors oui, P1 est ici, P2 est ici, on aura P1 étoile, et ici on a la somme des deux, et on a la température de l'homoazéotrope. À ce moment-là, on peut aussi, par ce calcul, calculer que les vapeurs émises se recondenseront avec les proportions qui valent P1 sur P2. Équilibre liquide-solide. Donc on a maintenant, par exemple, un alliage de métaux en fusion avec 2 constituants bien distincts. Donc la courbe qu'on appelle, qui sépare le liquide du changement d'état, c'est le liquidus, et celle d'en dessous, c'est le solidus. Début de fusion pour tout mélange solide. Il y a le théorème des moments qui s'applique aussi, exactement comme pour les autres. Donc ici, on a une proportion de 100% de liquide, et ici, et quand on est là, une proportion de 100% de solide, et ici, on est là, on a une proportion intermédiaire entre les deux. La solution, une solution peut aussi être non idéale, exactement comme pour les liquides. C'est dû par exemple à des rayons atomiques qui sont différents. On a ici un point qui s'appelle le point indifférent, on l'aurait appelé homoazéotrope pour les courbes, les diagrammes binaires liquide gazeux. Ici c'est le point indifférent. Donc on fait en général l'hypothèse d'une miscibilité totale à l'état liquide et nulle à l'état solide. Donc on n'a pas ici de trucs qui apparaissent sur les côtés, et on a donc le point E qui est l'eutectique. Eutectique, ça veut dire qui font bien. Oui, ça c'est quand on a pour ici une solution non idéale, mais on n'a pas encore des problèmes de miscibilité. Ici, on a un seul solide, les deux sont miscibles. Par contre, ici, quand on a 2 liquides qui ne sont pas miscibles, en fait, on va avoir A1 qui est un corps composé essentiellement du composé 1 et qui a un petit peu de 2 en solution, et là c'est l'inverse. Le point eutectique veut dire qu'ils font bien, donc si on a 2 corps qui ont une température de fusion qui est de ces 2 valeurs-là, on voit que le mélange des deux avec les bonnes proportions permet d'atteindre la fusion avec une température plus petite. On peut tracer la courbe de changement d'état. Si par exemple la courbe de changement d'état elle est tracée pour ici, donc d'ici à ici on a une seule phase, donc la variance réduite vaut 2, 4 moins 3, 4 moins 1 pour la variance, et moins 1 encore pour la variance réduite. Ici on a un dépôt de A1 qui se fait avec encore beaucoup de liquide. A1 étant la solution solide
composé essentiellement de A1 avec un peu de A2 en solution. Et quand on arrive ici, alors on va avoir un palier de changement d'état, puisqu'ici on n'a plus que ici on a 3 phases, on a le liquide, on a A1, puis on a ici un mélange de solutions A1 et A2. Et donc, oui, et ici on a 2 solides, A1S et A2S. Quand il commence à se déposer, on a tout d'abord le solide A1 qui se forme, puis on a ensuite un dépôt eutectique, puisqu'ici on va se rapprocher de ce point, qui est un alliage de microcristaux A1 et A2, distincts, de composition invariable, qui dépend ici de la température du changement d'état, de la proportion par contre, pardon, en X. Ça va permettre de faire des réfrigérants, c'est le principe de refroidissement quand on mélange de l'eau, du sel et de la glace. Ça va permettre de faire un fondant, c'est-à-dire un composé chimique qui permet d'abaisser la température de fusion d'un autre corps. Par exemple, de l'oxyde de plomb qui est ajouté à la silice pour faire du verre et le faire fondre plus facilement. À l'état solide, on peut aussi avoir une miscibilité partielle, c'est-à-dire qu'ici on a donc ici un mélange complètement liquide. On a ici en 2 une solution solide S1 de A2 dans A1 solvant. On a du côté 3 ici une solution solide S2 de A1 dans A2 solvant. Et on a ici un mélange, en 4 on a un mélange liquide et de solution S1. Et ici on a un mélange liquide et de solution S2. Et ici, on a une solution saturée de S1 et de S2. Donc, qui ici sont miscibles. Et puis après, là, on passe, on a la courbe de saturation qui permet de retrouver soit l'un soit l'autre avec le deuxième composé qui est entièrement dissous dans le premier. On appelle composé défini le cas d'une réaction chimique. Par exemple, quand on a du Mg et du zinc, eh bien on a le composé MgZn2, donc proportion 2 tiers, 1 tiers. Et ici, ce composé défini va faire une certaine température de changement d'état. Rien ne se passe jusqu'à ce qu'on arrive ici. Il se comporte comme un corps pur. Ils font un point C qu'on va appeler le point de fusion congruent. Et puis à ce moment-là, quand ils le font, il va donner 2 Zn liquide plus Mg solide. De part et d'autre ici, on va avoir exactement les mêmes configurations que ce qu'on a eu au-dessus. Alors ici, on a du zinc pur, ici on a le composé solide, on a le composé solide, et ici on a le composé MgZn2 solide avec une phase liquide, et ici on a le composé Zn avec une phase liquide. Voilà. Un composé défini n'existe qu'à l'état solide. Ils font au point C, oui, on l'a appelé le point de fusion congruent. Pour terminer, la cristallisation. Donc la cristallisation fractionnée consiste, un petit peu comme on a vu tout à l'heure, à prendre quelque chose qui est liquide comme ça et puis de le refroidir. Quand on arrive ici, on a 100% du cristal qui se forme, qui a une constitution S0. Si on prend ce cristal et qu'on le refait fondre, à ce moment-là, il a cette composition-là. On le refait fondre, du coup, au moment où il fond, il va avoir cette composition-là, et en quelques étapes, c'est la cristallisation fractionnée, on arrive à un corps très pur. On peut aussi choisir de faire une cristallisation par solvant de recristallisation. On choisit un solvant S qui ne soit pas miscible à l'état solide à A. Donc A, c'est le composant qu'on veut purifier, et S, c'est le solvant. Donc ça va nous faire un diagramme A point eutectique ici. On se place
dans le point ici, on se place à gauche ici pour avoir en fait XS, ça c'est la fraction de solvant. Donc on a ici, on a le moins de solvant possible. Et puis quand on est à l'état ici chaud, ben le corps fond dans le solvant. Et quand on arrive ici, qu'on commence à refroidir le corps, eh bien il va recristalliser, puisque ici on a une courbe d'état solide, il va ici recristalliser en donnant un corps quasiment pur. Voilà. Et il ne faut surtout pas descendre à une température inférieure à celle qui permettrait au solvant de cristalliser, sinon une partie du solvant va se retrouver piégée dans le cristal.